Donc si réellement ils veulent faire quelque chose, ils vont arrêter d'acheter au Rwanda ce qui nous est volé par les Rwandais. Mais pourquoi pas venir directement négocier avec le gouvernement congolais? Ben, ils vont, pourquoi négocier avec eux? C'est eux qui le mettent en place. Le choix du président congolais, il s'est fait à Bobigny, pas loin ici, il y a 4 ans. Oui, dans la base militaire là qu'ils ont là-bas. Il faut savoir comment les choses se passent. Donc à un moment, comme a dit, je sais plus qui, j'ai vu une de vos émissions récemment, les pays africains, on ne met pas en place des présidents, on met en place des gestionnaires. Il faut qu'on arrive à comprendre que la guerre, les armes, la division, c'est pas nos outils. Tant qu'on sera dans ce dynamisme-là, on est en train de faire le jeu de ceux qui sont là depuis 8 siècles et qui ont décidé de ne pas partir et qui font que depuis 8 siècles, leur économie est florissante. Donc, ayons la force, nous, de vivre, pas une révolte, mais de manifester notre opposition de manière pacifique. On dit pacifique, c'est pas de manière endormie. Non, ça s'organise, ça se met en place. Mais unissons-nous. J'ai envie de dire que pour avoir le support de quelqu'un, il n'y a pas meilleure stratégie que de l'affamer et de lui faire peur. Les habitants de Goma, ça fait plus de 30 ans qu'ils vivent avec ces deux éléments-là. La faim et la peur. Que le conflit prenne toujours une tournure plus grave. Une fois que tu as fait ça, l'espoir vient avec celui qui enlève la peur et la faim. C'est ce besoin-là qui n'a pas de satiété qui les dirige depuis. Avant, c'était l'or, après, c'est les diamants, après, c'est le bois, après, c'est le coltan, après, c'est le cuivre, après, ça n'arrêtera jamais. C'est à nous de prendre conscience et d'avoir le courage de dire stop. Quel Dieu d'Israël les Congolais prient? Parce que le Congolais d'aujourd'hui, il confond deux choses. Il confond Israélien et Israélite. Israélite, on va dire, c'est l'hébreu. L'hébreu qui a reçu la Torah du Dieu d'Israël. Mais on n'a pas dit le Dieu d'Israël, l'État. Un Israélien, c'est l'État d'Israël. L'État d'Israël a 75 ans. Il a été créé en 48. Donc quand un Congolais prie, j'espère de tout cœur qu'il ne prie pas le Dieu d'Israël, l'État. Imaginez-vous dans le luxe le plus absolu, au cœur de Paris. Bienvenue chez Lucky Passport, votre service de transport en van limousine avec chauffeur, champagne et snacks de qualité. Détendez-vous dans notre van limousine somptueusement aménagée où chaque détail a été pensé pour votre confort. Des sièges en cuir spacieux, un ciel étoilé raffiné, un écran TV dans une atmosphère intime et élégante. Profitez d'une sélection de champagne fin, accompagné de délicieux snacks gourmets pour un voyage inoubliable à travers la ville lumière. Que ce soit pour une soirée spéciale, une occasion professionnelle ou simplement pour vous faire plaisir lors d'une après-midi shopping, notre service VIP vous garantit une expérience exceptionnelle. Avec Lucky Passport, bénéficiez d'un chauffeur professionnel, discret et courtois pour vous conduire en toute sécurité et avec élégance. Réservez dès maintenant et laissez-vous transporter dans un monde de luxe et de raffinement.
Lucky Passport offre également un service de covoiturage Paris, Bruxelles. Besoin d'un passeport congolais dans l'espace Schengen en toute légalité? Contactez Lucky Passport pour vos démarches administratives en un temps record. Lucky Passport, votre partenaire de prestige pour des moments inoubliables à Paris et vos démarches administratives. Décryptage, votre émission. Je suis toujours avec beaucoup de joie de savoir que vous continuez à nous recevoir chez vous. Grand merci à tous nos abonnés et continuez à vous abonner également au cas où vous ne l'êtes pas. Commentez, partagez et la grande équipe, la grande famille de Congo Révolutionnaire, en tout cas nous ne ménagerons d'aucun effort pour continuer à vous produire un travail de qualité. Moi je suis très heureux dans ce nouveau numéro à caractère purement scientifique, si on peut le dire ainsi. Je reçois un grand sage avec lui. On a l'habitude de parler par rapport à la situation du pays, parce qu'on est avant tout congolais, mais surtout de tout ce qui se passe autour de l'univers. Il est là avec nous, les grands raves, lui on l'appelle monsieur, les grands rabbins d'Afrique, les grands raves Kitoko, monsieur Kitoko. Bonjour. Année, parce que c'est la première fois qu'on se voit. Oui. Bonne année, Papa Matopé. Merci de m'accueillir sur ton plateau. Et félicitations aussi, parce que je vois que il y a eu du upgrade, comme on dit en anglais. Merci. Bravo, et que de la réussite pour toi, et que toutes ces émissions, décryptage, le sport, puissent avoir un succès éclatant cette année. En tout cas, la grande famille, la grande équipe des Congo Révolutionneuses, à chaque fois que nous vous recevons chez nous, nous nous sentons bénis, nous nous sentons en tout cas gâtés de votre présence, de votre sagesse. On en profite énormément, raison pour laquelle on n'est pas égoïste, on préfère partager avec ceux qui nous suivent de partout. Quand merci à l'équipe technique tenue des mains par Michel Combe-Aigle Royal, merci beaucoup. Merci à Christian Longala, Éternel Voando, merci à l'assistance de Gréco-Men, Gréco, David Mombele, Hippodrome. Merci beaucoup de Mombele Esquin. Un grand merci en tout cas à l'assistance de Paul Mopasola, Interpol, Mopasola Nga, Medio Magola, Détouche. Merci beaucoup. Kadi Enzo, mon ami, ils sont là. Et c'est grâce à eux, en tout cas, c'est grâce à cette équipe-là que vous avez ces belles images. Moi, je suis très heureux comme ça de recevoir pour la énième fois les grands rabbins d'Afrique, monsieur Kitoko. Et tantôt de jeu, comment vous portez-vous? Moi, je vais toujours très bien. Il faut savoir aller avec le vent. Quand c'est un peu plus dur, il faut faire le dos rond. Quand ça va, il faut monter avec le succès. Donc, non, ça va très bien. La famille va bien, la santé va. Donc, tout va très bien. La thématique principale que nous aurons évoquée dans cette émission, c'est est-ce que je te suis posé une question dont je voudrais qu'on réfléchisse ensemble, comme on dit, choc d'idées, j'ai la lumière. Oui. Et à ceux également qui nous suivent de partout, à travers le numéro qui est affiché, vous pouvez nous faire parvenir aussi vos idées, parce que on n'est pas omniscient. C'est-à-dire, on ne sait pas tout. On a également des limites, et à travers le numéro, vous aurez l'occasion, n'est-ce pas, de nous faire parvenir tout ce que vous avez comme suggestion pour faire avancer cette émission. Est-ce que le Dieu Tout-Puissant a abandonné la RDC? Ça, c'est la thématique principale. On va évoquer la thématique, mais je voudrais, avant d'entamer la thématique, que nous puissions faire une sorte de rétrospective très rapidement. D'accord. Parce qu'il y a ceux qui nous suivent pour la première fois. Très rapidement, de manière survolée, je voudrais que vous puissiez évoquer la notion du rabbinat. C'est qui un rabbin? Un rabbin, c'est très simplement un leader spirituel communautaire. Si on compare aux autres communautés religieuses, on peut parler d'un imam chez les musulmans, ou d'un prêtre chez les catholiques, ou un pasteur chez les protestants. La grande différence peut-être, c'est qu'un rabbin, pour qu'il puisse être en place, il faut 5 ans d'études. Donc un rabbin, c'est un bac plus 5, si on peut dire ça comme ça. Pourquoi 5 ans? Parce que le travail du rabbin, c'est pas simplement d'aider les gens à prier, c'est pas simplement de soutenir les familles de manière morale ou on va dire affective, mais c'est aussi de veiller à la bonne transmission. Ça veut dire que depuis le temps où Moïse a donné la loi, la Torah, comme on appelle ça en hébreu, bah chaque génération a pour mission de vérifier qu'on va pas s'éloigner. Si je fais une parenthèse, c'est comme si on avait un livre qui allait expliquer exactement comment vivaient nos ancêtres en 1800, 1600, 1700, 1400, là-bas au Congo. Donc, et que chaque génération
il y a des chefs qui doivent veiller à ce que rien ne vienne enlever cela. Donc c'est ça un rabbin, c'est un leader spirituel communautaire. Et son travail, c'est d'être le gardien de cette tradition-là qui a été donnée. Maintenant, pour ceux qui se demandent comment un noir peut être rabbin... Justement, j'allais rebondir par là, parce qu'il y a aussi des gens qui s'étonnent de voir un noir africain. C'est prétendre, entre guillemets, c'est le terme qui est plus employé, c'est prétendre rabbin. Comment en est-il arrivé là? En fait, on peut pas se prétendre rabbin. Déjà, il faut savoir que le judaïsme lui-même, qu'il soit en France, en Angleterre, aux États-Unis, est structuré de manière à permettre à quiconque de pouvoir se convertir. Donc, celui qui demain va devenir juif, contrairement à ce qu'on peut penser, c'est possible, a le droit. Vous allez, si vous êtes en France, vous allez sur Internet, vous tapez Consistoire de Paris, vous verrez, conversion, vous envoyez une lettre. Après, il faut être patient. C'est 3 ans. Et il faut pas avoir peur de laisser de côté ses acquis, ses croyances. Il faut faire des concessions. Énormément de concessions. Parce que moi, par exemple, j'étais chrétien à la base. Donc, pour ma part personnelle, il y a des incohérences qui ne collaient plus. Donc, j'ai été plus attiré par un recul que par une avancée vers l'islam ou quoi que ce soit. Le recul, c'est dire, voilà, là, il y a l'Ancien Testament, regardons ce qu'il y a dedans. Est-ce qu'il y a des gens qui gardent ça? Donc, c'est possible de se convertir. Et une fois ma conversion faite, je suis parti 10 ans en Israël, 12 ans. Et pendant ces 12 années, ça a été de l'étude dans des centres de formation talmudique de rabbins. Et après, donc, 5 ans de formation, j'ai eu ce qu'on appelle la certification rabbinique. Comment on sait qu'on est reconnu? Aujourd'hui, il y a qu'à voir sur les différentes chaînes où j'interviens en hébreu ou en français et où j'enseigne en fait la Torah. Tous les rabbins savent, voilà le rabbin Kitoko, c'est le rabbin d'Afrique. Maintenant, comment on arrive à connecter les deux? C'est qu'il y a une version que peu de gens savent. Beaucoup de gens, que ce soit aux États-Unis, au Congo, ils parlent de les vrais juifs, c'est les noirs. Ils affirment cela. On a vu notamment dernièrement quelqu'un comme Kanye West dire oui, non, les Hébreux, c'était des noirs. Il y a eu un film très controversé en Israël qui s'appelait De Hébreux à Négro. C'est sorti pour prouver que les Hébreux authentiques étaient noirs. Moi, ce que je dis aux gens, c'est au lieu de l'acclamer ou de l'affirmer ou de le crier, il faut le prouver. Et pour le prouver, moi, j'ai été dans des livres très, 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 très secrets, réservés à une certaine élite rabbinique, où j'ai pu voir que, en fait, mon héritage identitaire était réellement israélite à la base. Donc de là, j'ai réuni différentes communautés en Afrique. On a fait la Fédération des Juifs d'Afrique. On a fait un vote et on a créé le Grand Rabbinat d'Afrique que je dirige avec mon communauté, mon comité. Mais comment, Grand Rav, pourquoi c'est focalisé sur la Torah qui est essentiellement basée sur l'Ancien Testament, alors qu'il y a un Nouveau Testament qui vient, je ne sais pas si l'expression va passer, qui abroge un petit peu la Torah. Merci beaucoup, parce que dans ton mot, tu as dit la donnée clé. C'est que, est-ce qu'on définit une loi par rapport aux abrogations, ou bien on a besoin de la loi authentique pour savoir si les évolutions ou les différents éléments qui peuvent être indexés à la loi sont crédibles ou pas? C'est la même chose. Pour moi, la vérité, si on parle en termes de spiritualité, elle va forcément se situer dans le passé, dans l'origine, dans l'authenticité. Quelque chose qui est nouveau, je suis pas contre la nouveauté. Mais quand on dit aujourd'hui qu'il y a une jurisprudence sur quelque chose, supposons que le Nouveau Testament est une jurisprudence. Mais dis-moi d'abord, c'est quoi la loi de base? Donc ne serait-ce que quelqu'un qui veut être un bon chrétien, pour vivre ta chrétienté totalement, de manière libre, maîtrisée et connue, il faut connaître par cœur l'Ancien Testament, pour que tu puisses comprendre en quoi ce que tu as comme testament est nouveau, et en quoi il est différent de l'Ancien. Et tout celui qui prend le risque, parce que beaucoup de gens ont une foi, mais c'est des peureux, prend le risque de s'interroger intellectuellement, émotionnellement, de savoir, il y a quoi là-bas dans l'Ancien Testament, il va être giflé. Pourquoi? Parce qu'il va se rendre compte qu'il va découvrir la vie de ses ancêtres au village. Et là, à ce moment-là, tu pourras plus dire que c'est ancien, parce que tu parleras de ton identité. Vous subissez plusieurs substantifs, je m'explique très rapidement.
vous subissez plusieurs substantifs, notamment antéchrist, charlatan, sorcier, tout ce qui est négatif par rapport à la spiritualité. Et dans votre cas, personnellement, parce que c'est vous qui êtes sur ce plateau, dans quelle assertion vous situez-vous quand ça vous arrive, ce genre des qualificatifs? Pour moi, déjà, ça indique un certain état d'esprit de ceux qui qualifient cela ou de ceux qui l'utilisent. Toute personne sensée et qui a un petit peu d'intelligence sait reconnaître un charlatan, sait reconnaître un sorcier et sait reconnaître, on va dire, un bandit, voleur, menteur, un antéchrist. Donc, à un moment, je pense que mes actes, mes enseignements, c'est-à-dire que j'ai peut-être 4000 heures d'enseignement dans les réseaux sociaux, les gens qui ont pu me côtoyer de près ou de loin savent la probité morale avec laquelle j'applique chacune de mes actions. Le respect que je voue à chaque courant de pensée. Je ne cherche jamais à convertir qui que ce soit. Je ne cherche jamais à me faire passer pour ce que je ne suis pas. Et surtout, j'amène des éléments de réflexion, d'analyse. Il faut savoir c'est quoi un antéchrist avant de traiter quelqu'un d'antéchrist. Quelqu'un qui sait que Christus, ça veut dire oint, comprend que le mot Christ a été écrit plein de fois dans la Bible hébraïque. Parce que le mot oint, ça se dit Mashiach. Ça donnait le mot Messie. Donc, à partir du moment où moi, je suis en train de porter une foi qui contient dans ces éléments, des textes des psaumes, où David parle d'un oint, comment pourrais-je être un antéchrist alors que le mot Christ se trouve dans les livres auxquels j'adhère? Charlatan, si quelqu'un peut trouver un jour où j'ai pris 1 euro à quelqu'un, ou que j'ai fait quelque chose qui était un mensonge, qui vient, ça, on pourra le prouver. Après, sorcier, je pense que c'est juste l'exemple d'une certain lavage de cerveau, où les gens ont appris à détester ce qu'ils sont, à détester leur héritage, leur tradition, leur identité, et qu'en fait, ce qui est sorcier, c'est forcément ce qui leur ressemble. Mais quand ils vont être en face je dis une bêtise, d'un concert je sais pas, de Justin Bieber ou de Rihanna, et qui vont faire des choses européennes, ils vont mettre de la nudité sur scène, et qui va avoir un peu ces scènes olé olé, tout le monde dit non, c'est normal, c'est la culture. Mais à ce moment-là, on voit pas la sorcellerie. Et c'est ça, en fait. J'ai envie de dire que le côté sorcier, c'est plus une imitation intellectuelle, compréhension de ce que c'est que la sorcellerie réellement, et distinguer la sorcellerie de la spiritualité, et comprendre que quand un Européen est capable de te mettre devant un téléphone et utiliser les lumières bleues pour te faire des messages subliminaux, c'est peut-être ça la sorcellerie. C'est quoi la plus grande remarque que vous avez déjà eu à subir depuis que vous assumez cette fonction des grands rabbins? De la part de notre communauté. De notre communauté, pas grand-chose. Pas grand-chose. Les gens, en général, pour être honnête, ils sont assez fiers. Plus du côté européen du judaïsme, parce qu'à un moment, le système juif tel qu'il est aujourd'hui, il peut pas être heureux que les Noirs veulent être indépendants dans leur gestion du judaïsme, dans leur compréhension et dans leur volonté de s'accrocher ou d'attacher ce judaïsme-là à leur tradition. Donc j'ai le grand rabbin de France, je crois monsieur Corsia, qui m'a traité de pseudo-rabbin pittoresque qui veut se présenter à les élections présidentielles. Donc ça m'a pas touché, mais ça permet de mettre en lumière un racisme latent qui existe dans la communauté juive. Moi, je suis pas là pour changer les gens, qu'ils soient racistes ou pas. Je suis là pour vivre ma foi, mais je sais que à un moment, le judaïsme a cette force-là de laisser la compétence parler. Et je pense qu'aujourd'hui, tout le monde sait qu'au niveau de la compétence, il n'est pas à mon niveau. Le fait d'avoir voulu postuler comme candidat président de la République, était-ce de l'utopie, de l'ambition, ou bien de la mascarade carrément? Non, en fait, je suis jamais un utopiste. Chez moi, l'ambition est toujours mesurée. Et mascarade, je sais pas ce que ça veut dire. Quand on parle de politique, il faut savoir que pour moi, la politique, avant d'être quelque chose qui est une passion au quotidien, c'est d'abord une compétence. J'ai un doctorat en Sciences Po. C'est aussi, on va dire, une vision.
faire de la politique depuis l'enfance, c'est quelque chose que je sais, que je fais, que j'aime faire, que j'aime passer du temps à écouter. À un moment, j'essaie toujours de dire aux gens d'aller jusqu'au bout de leur logique de rêve ou leur objectif. Quand on veut aider, quand on veut faire quelque chose, il faut se donner les moyens. Et quand je vois en 2022, 2021, 2022 que j'ai la possibilité d'incarner autre chose, parce que je viens avec d'autres éléments. J'arrive à savoir comment fonctionne la communauté internationale par rapport au Congo. Parce que c'est très complexe, très compliqué. J'arrive à construire un réseau autour de ce pays sur les gens qui ont des intérêts là-bas. Quand je vois que j'arrive à comprendre que la clé d'un vrai changement au Congo passe par une prise de conscience de l'identité, de la tradition, d'un retour aux sources. Et qu'après des mois et des mois et des mois d'études avec le comité du bureau politique Imperium, on arrive à sortir et à pondre un projet de société cohérent, en sachant ce que nous ferions si jamais nous avons accès au pouvoir, tant au niveau de la réforme des institutions, tant au niveau de la relance économique, tant au niveau des priorités sociales. On voit qu'on est cohérent, à ce moment-là, on avance. Mais si je suis une mascarade, si je suis utopiste, à ce moment-là, je suis pas invité à l'ANER. Je suis pas reçu par les autorités du pays qui me disent, voilà, on connaît le rabbin, on te connaît, viens, et je fais un rendez-vous. On me demande de jouer le faux opposant. Si je suis une mascarade, à ce moment-là, on parle pas de moi dans des chaînes israéliennes, on parle pas de moi dans les chaînes françaises, je suis pas là une de certains magazines. Si je suis une mascarade, à ce moment-là, les autorités actuellement en place me demandent pas en 2022, quand je suis au Congo, d'aider sur l'embargo qui pèse sur le pays par rapport aux armes. Donc je pense que il faut déconstruire les choses. La politique, c'est un outil que Dieu a mis à disposition aux hommes pour s'entraider. C'est pas un outil qu'on utilise pour dominer ou pour, entre guillemets, asseoir une force financière ou pour un pouvoir. Moi, pour moi, tant que j'ai la possibilité de voir qu'il y a une stratégie qui peut être mise en place pour réellement changer les choses, parce que je sais comment ça fonctionne de l'autre côté, au niveau de la mascarade qui est autour de notre pays, je le ferai. Je me lèverai à chaque fois. Et quand j'irai jusqu'au bout, c'est parce que je sais qu'il y aura les éléments concrets en main pour pouvoir bien avancer. On annonce, mais des fois on va pas jusqu'au bout parce qu'on voit que les Congolais sont encore dans un déni d'identité, dans un désamour de soi, un désamour de la tradition. C'est pourquoi on donne le temps d'expliquer c'est quoi la tradition, c'est quoi l'identité Congo, c'est quoi l'identité congolaise, comprendre c'est quoi l'histoire de ce pays et les hauts faits qui lui sont liés. Merci beaucoup, Marlon Kitoko. Mais pour revenir à notre thématique principale, est-ce que le bon Dieu a-t-il abandonné la RDC? Pourquoi je me suis posé cette question? Parce que depuis plusieurs décennies déjà, vous savez comme moi que notre pays subit un massacre, une invasion rwandaise depuis 3 décennies déjà, avec des millions de morts, sous le silence de la communauté internationale, comme si on peut le dire ainsi. Et étant croyants et nous considérons tous comme enfants de Dieu. Comment expliquer par le bon Dieu, avec tout son amour, puisse laisser un groupe de ses enfants maltraiter, malmener un autre groupe de ses enfants? Comment expliquer? Merci pour cette question, parce que beaucoup de gens confondent beaucoup de choses sur ce qu'est Dieu. Ils considèrent que le bien vient de Dieu et le mal vient du diable. Ça, faut savoir que dans la tradition de nos ancêtres, ça s'appelle être un hérétique. Si on est capable de penser qu'il y a une entité diabolique qui peut se tenir devant Dieu et créer le mal, ou transformer le bien en mal, c'est qu'on est un idolâtre. C'est Dieu qui crée tout. Il crée la bonne santé et il crée la maladie. D'où on apprend ça dans ce qui est écrit dans vos Bibles. Quand il dit à Moïse, regarde, prends le bâton, transforme-le en serpent et remets-le en bâton. Il dit, s'ils ne croient pas que je t'ai envoyé, montre-leur ces signes-là, ils le croiront. C'est quoi ce premier signe? Regarde, le bien vient de moi, le mal vient de moi. Que ce soit un bâton, un serpent, c'est moi qui le crée. Deuxième signe, mets ta main sur ta main, lépreuse, pas lépreuse. Ça veut dire quoi? Le bien qui devient mal, ça vient de lui. Le mal qui devient bien,
ça vient de lui. Et dernier signe, c'est avec le Nil. Pour dire quoi? L'abondance ou la sécheresse, les deux viennent de lui. Qu'est-ce qu'on comprend de là? C'est que Dieu n'abandonne personne, parce qu'il est en tout le monde et avec tout le monde. Ce sont par contre les gens qui s'abandonnent entre eux. Parce qu'à partir du moment où toi et moi, on a été créés par le même Dieu. Donc chez toi, il y a une étincelle de divinité de Dieu. Une entité. Exactement. Chez moi aussi. Donc en fait, on est les acteurs de notre propre déchéance. Dieu n'a rien à voir là-dedans. Dieu il nous demande une chose. Essayez de vivre avec harmonie, avec respect et avec une vision commune de faire mieux pour vous-même et pour les autres. Mais ça, c'était clair depuis le début de l'humanité. Donc si nous, on ne suit pas ce message-là et qu'on espère qu'en retour, on va avoir de l'abondance, de la réussite, du succès et de la paix, on est des rêveurs. Donc en fait, c'est nous-mêmes qui sommes les problèmes. C'est pas la spiritualité qui tue. C'est la faute qui tue. Donc à partir du moment où on est dans une logique où on fait de la politique parce qu'on veut de l'argent, on fait de la politique parce qu'on veut du pouvoir, à ce moment-là, les vrais ennemis se régalent. Ils se régalent et se disent, voilà, ce pays-là qui est béni comme jamais, qui a exactement ce que le monde a besoin pour continuer à produire électricité, nouvelles technologies, hautes technologies. C'est le pays qui a toutes les ressources matières premières au monde. Il faut savoir que cette guerre-là, c'est pas Dieu qui nous a abandonnés. Ce sont nos ennemis qui veulent pas nous lâcher. Parce que le jour où ils lâchent le Congo, l'économie mondiale s'effondre. Donc à ce moment-là, vous allez comprendre que tout ça, c'est un jeu qui est fait contre vous et moi. Est-ce qu'on est condamné à vivre avec? On n'est pas condamné. Parce qu'il y a des âmes qui partent. On n'est pas condamné. Ça dépend de nous si on sort de l'émotion. Je donne un exemple. Comment l'émotion a pris le contrôle de la réflexion, de l'analyse politique. On a des personnes qui disent, oui, Corneille Nangaa, c'est un Congolais, allez, vas-y, je vais jusqu'à Kinshasa. Ils disent, non, il travaille avec les Rwandais. Après, tu vas de l'autre côté, on te dit, non, là, ce président travaille avec les Rwandais. Après, on dit, non. En fait, tout le monde est coupable et tout le monde se dit non coupable. Mais le vrai problème, il est où? Ce qu'on a tous oublié, c'est que au XVe siècle, en 1480, il y a des Européens qui sont venus chez nous. Et depuis, ils ne sont plus partis. C'est ça qu'il faut avoir en tête. Et quand on a voulu les faire partir une première fois, ils ont dit, ok, on part, mais on vous décolonise. On garde on imprime vos monnaies, on maîtrise vos armées, on fait ça. Donc ces gens-là, depuis 7 siècles, n'ont jamais voulu quitter ceux qui étaient venus chercher. Une fois que tu comprends ça, va avoir une deuxième information. Nous vivons le néocolonialisme. Exactement, voilà une deuxième information. On envoie toujours des beaux discours à l'ONU, des beaux discours à l'Union européenne. Oui, le Congo doit être libéré. Mais quel est l'avoir économique des transactions commerciales entre le Rwanda et le Congo, entre le Rwanda et l'Union européenne l'année dernière? 900 millions de dollars. Donc si réellement ils veulent faire quelque chose, ils vont arrêter d'acheter au Rwanda ce qui nous est volé par les Rwandais. Mais pourquoi pas venir directement négocier avec le gouvernement congolais? Ben, pourquoi négocier avec eux? C'est eux qui le mettent en place. Le choix du président congolais, il s'est fait à Bobigny, pas loin ici, il y a 4 ans. Oui, dans la base militaire là qu'ils ont là-bas. Il faut savoir comment les choses se passent. Donc à un moment, comme a dit, je sais plus qui, j'ai vu une de vos émissions récemment, les pays africains, on ne met pas en place des présidents, on met en place des gestionnaires. Parce que ceux qui étaient venus au XIVe et XVe siècle ne sont jamais partis. Et ça va même plus loin. Vous avez un nouveau président qui s'appelle Trump qui dit aux Sud-Africains, arrêtez vos lois sur les terres des Blancs, vous allez le rendre. Voilà. Alors que les Blancs étaient venus pour occuper les terres des Noirs. C'est ça. Il faut savoir que l'Amérique fonctionne sur 3 pays. Les compétences en Afrique du Sud, la matière première au Congo et le marché pour écouler ça, Nigeria. Ces 3 pays-là, on peut monter, descendre. Si nous, on ne se réveille pas, ça ne changera jamais. Donc, je dis aux Congolais, sortez de l'émotion. Arrêtez vos trucs de oui, Corneille Nangaa, Fachi Beto. Arrêtez ça, réfléchissez. Regardez où se trouve réellement le problème. C'est pour ça. La dernière fois, j'ai dit, donnez-nous 1 semaine, ça se règle.
C'est quoi? C'est savoir aller parler à leur ventre gourmand, à ceux qui sont là depuis 7 siècles. Et leur faire comprendre que, arrêtez, on a compris le poteau rose. C'est vous qui achetez, c'est vous qui armez le Rwanda. Le Rwanda, il fait la guerre avec quelles armes? C'est un arbre qui cache une forêt. Bien sûr. C'est les armes israéliennes, les armes européennes. Comment ils arrivent à acheter les armes des Rwandais? Quel argent? L'argent du coltan qu'ils vendent au monde. Le monde achète le coltan. S'ils veulent réellement que ça s'arrange, pourquoi ils n'arrêtent pas d'acheter du coltan rwandais alors qu'ils n'ont pas de coltan là-bas? Tout ça, c'est de la mascarade. Il ne faut pas tomber dans l'émotion. Tant qu'on n'a pas été capable de comprendre ça, on n'arrivera à rien. C'est comme quelqu'un qui est dans une maison de fous, et comme lui, il pense qu'il n'est pas fou, il a oublié que c'était une maison de fous, donc il se comporte comme quelqu'un qui était dans une maison normale. Non, aie conscience que tu es dans une maison de fous, sors de ce paradigme et crée autre chose. Et c'est ça pour moi qui passe par la prise de conscience de l'identité. Si justement, tant que ça profite à leurs intérêts, ils n'ont pas les raisons d'échanger des fusils d'épaule. C'est exactement ça. Ça bougera pas. C'est pour ça que je dis, ne nous divisons pas encore plus parce que ils nous regardent comme des marionnettes. Ils nous jettent un nouveau problème, ils scénarisent des choses. Oh, toi, tu vas faire un coup d'État, toi, tu vas faire ça, mais à la fin, tout le monde fait la même chose. Ils viennent à Paris, à Bruxelles, à New York pour être adoubés. Mais est-ce nous qui sommes naïfs ou c'est eux qui sont très intelligents ou malins? Ils sont pas intelligents. C'est nous qui sommes trop naïfs. Parce que leur intelligence, elle ne s'est renforcée qu'avec notre naïveté. Au début, tu pousses un peu la porte. Ah, ils bloquent pas la porte. Allez, je rentre. Ils rentrent, ils s'assoient sur ton canapé, et disent, bon là, il va dire quelque chose quand même. Bon, là, tu dis, non, tiens, nous, on accueille. Ah, ok. Il met dans la chambre, il met les pieds comme ça. Il dit rien. À chaque fois, ils ont gratté. Pourquoi? Parce qu'ils nous ont appris à nous détester nous-mêmes et à détester ce que moi, je sais que c'est eux qui l'ont créé ça. Le tribalisme politique. C'est ce qu'ils ont fait partout. Quand ils font exploser l'avion du président rwandais, avant que Kagame arrive, c'est quoi? Ils savaient que ça allait créer des problèmes. Bien sûr. Ils créent le tribalisme. Tout était fait à dessein. C'est tout ça, c'est que ça. Donc quand on a compris ça, ça sert à rien de prendre leurs outils de démocratie et de faire des pseudo-élections. Parce qu'on est en train de nourrir cette bête-là qui est venue il y a 7 siècles, 8 siècles. Il faut se réveiller et dire, regardez, voici notre identité. Et notre identité, elle est comme ça. Mais ça, les Congolais, on est coincés. Parce qu'un Congolais, quand tu dis que ton identité n'est pas chrétienne, on dirait que tu l'as tué. Mais t'étais quoi avant? Tes parents étaient quoi avant? Au moins, c'était un royaume. Là, vous avez des démocraties qui sont des sous-fifs de démocraties qui n'ont même pas d'économie. Aujourd'hui, la Belgique est plus puissante que nous, alors que c'est pas un pays qui doit tout dire. À l'époque, c'est nous qui les nourrissions, de connaissances, de sagesse. C'est pour ça qu'on prend le temps de dire aux Congolais, sachez ce que vous êtes. Parce qu'on a trouvé des livres là-bas, cachés en Israël, où c'est écrit le roi d'Israël qui habite au milieu du Congo. Il y a 4 siècles. Vous saviez ça? Non, nous on le sait. C'est pour ça qu'on dit, il faut aller doucement. Il faut pas se précipiter à régler la problématique. Il faut aller dans la racine. Ça, c'est première leçon de thèse. On te dit, regarde le problème à la racine. Et le problème à la racine, c'est quoi? C'est l'invasion de nos terres et la création de ce qu'on appelle le marché triangulaire de l'esclavage. Et aujourd'hui, c'est là-bas qu'est la solution. Quand on s'intéresse à savoir pourquoi ils sont venus, c'est pour les matières premières. Quand tu prends un livre d'un des premiers explorateurs portugais qui arrive, ce qui le marque, il y a 2 choses. La noblesse de notre peuple. Deuxième chose, c'est bizarre ici, ils achètent de l'or avec du nzibou. C'est des coquillages. C'est pour dire, mais ils sont bêtes, regarde, pour eux, l'or n'a pas de valeur, mais nous, on en a besoin. C'est ce besoin-là qui n'a pas de satiété, qui les dirige depuis. Avant, c'était l'or, après, c'est les diamants, après, c'est le bois, après, c'est le coltan, après, c'est le cuivre, après, ça n'arrêtera jamais. C'est à nous de prendre conscience et d'avoir le courage de dire stop. Et quand on dit stop, on n'est pas obligé de faire comme eux ils font. On n'est pas obligé de prendre les armes. Parce que ça, c'est leur manière à eux de faire. Nous, tout le temps où l'Afrique était puissante et avait le monopole du monde, on n'a jamais mis aucun blanc en esclavage. On n'a jamais été faire des guerres. On a apporté connaissance, civilisation et même hygiène.
les morts, ils ont apporté l'hygiène aux Européens. Tout ça pour dire qu'en fait, ne tombons pas dans le piège. Donc je dis, monsieur Corneille Nangaa, laissez les armes, parce que même ça, tu sers encore leur intérêt. Mais adressez-lui un message, parce qu'il ne nous suit pas forcément. S'il nous suit pas, on lui transmettra. J'adresse un message à notre papa Corneille Nangaa. Il est là, il vous regarde. Hein. Je lui adresse un message. Et c'est très simple. Prendre les armes pour faire la guerre, ou pour régler un problème, ce n'est pas congolais. Ce n'est pas bantou. Ce n'est pas notre manière de faire. Et pareil aussi à notre cher président Fachi. Rester dans une discussion avec des gens qui sont venus nous envahir il y a 8 ans, il y a 8 siècles, ce n'est pas la solution. Il faut réunir la famille, réunir les tribus, réunir les pays, mettre de côté le tribalisme politique, mettre au centre le tribalisme spirituel. Et que chaque tribu du Congo, parmi les 450, apporte sa connaissance du terrain et qu'ensemble constitue une solution. Mais que les solutions ne viennent pas ni d'Europe ni des États-Unis. Mais tout à l'heure, vous avez eu à évoquer Israël. Et dernière nouvelle, Israël s'est prononcé en faveur du Rwanda en cas de déclaration de guerre entre la RDC et le Rwanda. Israël s'est prononcé de manière ouverte qu'il prendrait position du côté du Rwanda. Et moi, je me suis interrogé en même temps. Et nous, Congolais, qui prions les dieux d'Israël, dans quelle position allons-nous être? Merci beaucoup. Quel dieu d'Israël les Congolais prient? Parce que le Congolais d'aujourd'hui, il confond deux choses. Il confond israélien et israélite. Israélite, on va dire, c'est l'hébreu. L'hébreu qui a reçu la Torah du Dieu d'Israël. Mais on n'a pas dit le Dieu d'Israël, l'État. Un Israélien, c'est l'État d'Israël. L'État d'Israël a 75 ans. A été créé en 48. Donc quand un Congolais prie, j'espère de tout cœur qu'il ne prie pas le Dieu d'Israël, l'État. Parce que ce Dieu-là n'a rien à voir avec le Dieu d'Israël de la Bible. Comment on sait si on est face au Dieu d'Israël ou on n'est pas face à ça? Regardez le comportement, la noblesse, ce qui donne envie de dire, ah là, il y a un modèle spirituel qui fait écho à de bonnes choses, à de la positivité. J'ai été le premier à dénoncer tout ce qui se passe, tout ce qui se dit dans la communauté juive par rapport, oui, les Palestiniens, c'est des animaux, tout ça. Un juif, un vrai Israélite ne parle pas comme ça. Mais aujourd'hui, les Israéliens parlent comme ça. Donc, quand un Congolais prie le Dieu d'Israël, j'espère qu'il sait faire la distinction entre Israël, l'État d'Israël, et les Israélites qui sont les 12 tribus dont nous sommes aussi, nous, les Bantous, partis. Donc, à un moment, il faut savoir que ce même État d'Israël a soutenu l'apartheid en Afrique du Sud. Donc, moi, je ne suis pas étonné. J'ai été là-bas, on a des frères congolais là-bas, je sais comment le racisme est présent dans la société israélienne. Pas tout le monde est raciste. J'ai dit la société. C'est-à-dire que le système ne te laisse pas évoluer. Pour devenir un rabbin noir, on n'est pas beaucoup. Là-bas, avoir réussi, il n'y a pas beaucoup. Et quand tu arrives, ne crois pas que tu vas être aidé pour avoir une communauté. Débrouille-toi. Moi, j'ai des gens de l'Assemblée nationale qui sont venus me voir pour dire « Arrête de faire venir les Noirs ici pour les conversions. On ne veut pas de Noirs ici. » Parce que, voilà, votre manière de faire la spiritualité, c'est trop extrême. Donc, le Dieu d'Israël que vous priez, distinguez. Prier le Dieu d'Israël, c'est pas soutenir Netanyahou. Netanyahou, c'est un homme qui a son plan, qui a sa logique de fonctionnement. Ça n'a rien à voir avec sa Torah. Parce que déjà, si tu vois un vrai juif, comme eux-mêmes ils disent, sans la kippa, sans la barbe, méfie-toi. Netanyahou ne fait pas la religion. Il ne fait pas le Shabbat. Il n'était même pas marié avec une juive au début. Donc à un moment, il faut savoir, est-ce qu'il même mange cachère? Je ne sais pas. Tout ça, il faut vérifier pour distinguer l'Israélien de l'Israélite. Toi, tu es un Israélite. Les Loupas sont des Israélites. Les Congos sont des Israélites. On est des authentiques Israélites. Parce que les Hébreux sont arrivés jusqu'en Afrique centrale, pour ne pas dire se mettre partie de là-bas. Mais un Israélien, c'est l'État qui a été créé. Il faut savoir que les Israéliens, on a aussi au Nigeria. Quand ils ont fait l'État du Biafra, en 67, pendant 3 ans, il y a eu 2 États d'Israël, 2 États juifs dans le monde. Il y avait, dans le sud du Nigeria, dans la région de Abuja, un État, Biafra, basé sur une constitution toranique. Donc, eux aussi, c'était des Israéliens. L'État a disparu. Donc, aujourd'hui, il y a un problème. Prier Dieu, c'est
le Dieu d'Israël, pas le Dieu de l'État d'Israël, le Dieu d'Israël, la spiritualité. Il faut vérifier que la noblesse soit là. Ça n'est pas là. Ce distinguo est très important parce que c'est un sujet qui prête beaucoup à confusion. Et tout au début, vous avez évoqué la population congolaise du côté des Goma qui était en liesse la semaine dernière lors de l'installation du nouveau gouverneur de la ville de Goma et tout. Moi, quelque part, ça m'a un petit peu intrigué. Et je me suis posé des questions et la même question, je vous la pose. Est-ce que nous étions en face d'une population naturellement en liesse ou bien était-ce une population sous comment on appelle le syndrome de Stockholm qui consiste à aduler son bourreau? J'ai envie de dire que pour avoir le support de quelqu'un, il n'y a pas meilleure stratégie que de l'affamer et de lui faire peur. Les habitants de Goma, ça fait plus de 30 ans qu'ils vivent avec ces deux éléments-là. La faim et la peur. Que le conflit prenne toujours une tournure plus grave. Une fois que tu as fait ça, l'espoir vient avec celui qui enlève la peur et la faim. Donc en fait, moi quand je vois la liesse à Goma, je ne suis même pas dans l'analyse émotionnelle de la chose. Je peux dire, eux, c'est les premières victimes. Qui aujourd'hui, dans un état, une localité avec de telles souffrances, ne serait pas content quand on lui dit il y a une accalmie, ou qu'on lui dit on vous a libéré. Il ne va pas savoir qui c'est. Il ne va pas aller dans la géopolitique. La géopolitique, c'est ceux qui ont le ventre plein et qui ont le temps d'ouvrir des livres. Lui, il survit. Donc moi, maintenant, ce que je dis, le problème, il est où? C'est la guerre des images. Aujourd'hui, c'est une guerre d'images. Mais je dis, c'est même pas entre Corneille Nangaa ou Tshisekedi. C'est qui va prendre le contrôle de cette zone-là. Alors qui? L'Union européenne, les États-Unis, tous les Congolais qui applaudissent là, Trump, c'est un homme, il a dit il va faire de la bande de Gaza la Riviera. Attendez qu'on va dire la même chose sur le Kivu. Vous allez commencer à pleurer. C'est ça qui se passe là-bas. C'est une lutte interne entre deux forces occidentales qui veulent prendre le contrôle. Il y a ceux qui sont derrière, on va dire, Corneille Nangaa, et ceux qui sont derrière le pouvoir en place. Chacun veut tirer son profil là-bas. Pourquoi? Pour toucher le coltan moins cher. Pour ceux qui me disent, non, c'est pas si simple, vous savez pas c'est quoi la politique. C'est de l'économie. Aujourd'hui, les présidents du monde entier sont nommés sur la gestion économique. C'est pourquoi, quand ils font campagne, ils disent, je vais baisser la dette. On va baisser le chômage. On va faire en sorte que tout le monde ait de l'emploi. Donc, c'est que de l'économie. Et qu'est-ce qui permet de faire activer l'économie? La matière première, les ventes, les achats et les rentrées d'argent. Aujourd'hui, toucher le coltan moins cher, croyez-moi, c'est une raison suffisante pour déclencher les pires guerres et faire les pires atrocités. Ne pensez pas qu'il faille des choses incroyables. Non, le coltan moins cher au regard de ce que c'est la voracité technologique de nous aujourd'hui, c'est une raison d'envoyer des gens en guerre. Ça peut donner accès aux bombes nucléaires partout. Partout, facilement. Vous pensez que l'ONU a le temps de payer une armée de 12 000 hommes pendant 19 ans pour gratuitement? Non, parce que l'ONU sait qu'il faut les manger là-bas. Donc toute cette liesse-là, moi je ne regarde même pas l'image. Parce que j'ai appris dans mes études, dans mon travail de rabbin, à me détacher de l'émotion. Ni les commentaires ne me touchent, ni ce que je vois. J'essaie d'analyser, de comprendre. Donc là, je vois l'utilisation, la manipulation de l'image, et l'utilisation de la tristesse et de la désespérance d'une population pour nourrir un message. Mais tous sont dans le même bateau. Si le Congolais ne se réveille pas, vous verrez que demain, celui qui était venu en 1480, il continuera à prospérer. Sans problème. Là, ça nous fait revenir à l'ouvrage que j'ai lu et relu plusieurs fois de l'auteur Marc Aurèle, Les pensées pour moi-même, qui disait pour contrôler la peur des gens, vous rend maître de leur destin. Donc merci. Ça nous revient pratiquement à... C'est exactement ça. Des fois, quand la peur ne prend pas, ils n'ont pas peur d'aller loin.
Les massacres qui sont passés, c'est fait exprès, parce que les gens savent, vont raconter à leurs enfants, à leurs cousins, à leurs frères et sœurs, les massacres qu'ils ont vus ou entendus. Donc ça fait que tu as transmis la peur sans que l'autre l'ait vu. Et aujourd'hui, les gens sont manipulés. On leur dit, voilà, vous allez avoir à manger demain. Bien sûr que je vais aller au stade. Si tu me dis que je vais avoir après un sac de riz, bien sûr que je vais aller au stade. J'y vais parce que je te soutiens plus qu'un autre. Et c'est ça le problème, c'est qu'aujourd'hui, nous, on n'a pas compris. On pense que la solution va venir de là-bas. Non, la solution vient de si on gagne la guerre contre l'Union européenne, les États-Unis, l'Angleterre, la Chine et la Russie. C'est quoi les pistes et les solutions pour remporter cette guerre? Moi, je pense, je l'ai dit une fois, il n'y a pas longtemps dans l'émission de David Mombele, il faut faire une commission indépendante qui gère cette crise. Une commission qui va avoir en son sein des experts, des politologues, des scientifiques et des chefs tribaux. L'idée, c'est quoi? C'est de dire, nous, on veut gérer ce problème-là face aux autorités compétentes. L'ONU, l'Union européenne, l'Union africaine, les États-Unis, la Russie, la Chine. Nous, on va aller, en tant que commission indépendante, représenter les intérêts des Congolais. Parce que si vous mettez des gens qui sont élus, c'est fini. Les élections en Afrique se passent en Europe. Vous voyez bien ce qui sort. Regardez le livre de M. Bourgi. Les élections se passent en Europe. Arrêtez de rêver. Avec tout le respect que j'ai pour la présidence, il a été élu par l'Europe. Il ne peut pas être là-bas si l'Europe n'a pas dit oui. Si l'Amérique n'a pas dit, si l'Amérique n'a pas dit oui, tu ne peux pas être là-bas. Ça te fait peut-être mal, mais il faut même avoir mal, mais avoir la vérité sous les yeux. Donc, une fois que tu as compris ça, tu sais que si tu veux réellement sortir le Congo de cette crise-là, il faut surtout pas avoir à la table de négociation des gens qui ont un pistolet sous la tempe. Parce qu'ils sont francs-maçons, parce qu'ils sont dans un tribalisme, il ne peut pas analyser. Son analyse ou sa compréhension est déjà biaisée. Donc il faut des personnes qui, entre guillemets, comme nous, on n'a rien à faire. Nous, tu nous dis, va voir Poutine, va voir si, et dis-lui ses qualités, je lui dirai. Parce qu'il ne me doit rien, je lui dois rien. Mais à partir du moment où mon pouvoir est dépendant de lui, ou ma richesse personnelle est dépendante de lui, je suis disqualifié d'office. Je suis plus quelqu'un qui est crédible dans la contre-argumentaire. Donc il faut une commission indépendante d'urgence, incluant des Congolais autochtones et de la diaspora, des experts, des hommes spirituels, et qu'on construise un canevas, un livre blanc de la sortie de crise. Pas que pour le Kivu, pour la non-balkanisation, parce que le problème va s'étendre après. Les gens aujourd'hui sont contents que Goma soit tombé, mais sachez que demain, ça tombera encore ailleurs. Parce que c'est pas une guerre intra-congolaise, c'est une guerre de puissances étrangères qui ont décidé de passer à la vitesse supérieure sur la mainmise sur ce pays-là. Quand on comprend ça, on perd pas de temps à faire du supporterisme. C'est ça le problème de nous les Congolais, c'est que la politique est même plus devenue un outil de vérification de vérité pour pouvoir savoir ce que je soutiens ou pas, c'est je supporte. Parce que c'est ma tribu, ce que j'aime bien le nom. Non, tu dois être un militant, c'est quelqu'un qui doit militer pour la vérité. Parce que sans vérité, il n'y a pas de justice. Et sans vérité, sans justice, il n'y a pas de paix. Donc si vous voulez la paix à l'Est, il faut une commission indépendante qui doit travailler sur la vérité et la justice. Et c'est que comme ça on arrivera à obtenir la paix auprès de ces entités occidentales qui, en fait, ont besoin tellement de notre terre. À vous écouter, on sous-entend que vous êtes ouvert à un dialogue, mais si on tombait sur ce cas de figure et on faisait appel à vous, est-ce que vous serez partant? Moi, c'est mon pays. Moi, aller au combat, mourir pour mon pays, je le fais. On a grandi dans le 93. J'étais vivre 12 ans au Moyen-Orient, au milieu des guerres là-bas entre Israël et Palestine. La mort, ça ne me fait pas peur. Je sais très bien comment me débrouiller après la mort pour arriver à retrouver mes ancêtres. Mourir pour mon pays, j'ai pas de problème. Donc, on ne peut que être disponible. Mais il y a des conditions pour pouvoir être disponible de manière cohérente et que ça puisse être effectif. L'effectivité aujourd'hui, c'est de pouvoir faire une commission
indépendante. Et je suis candidat à faire partie de cette commission qui devra faire un travail avec les moyens appropriés d'aller à New York, d'aller à Bruxelles, d'aller à Pékin, d'aller à Moscou et de faire en sorte que les gens comprennent que ça y est, trop, c'est trop. Et on va offrir des solutions, mais des solutions qui ne sont pas des solutions où on va se coucher encore comme une serpillière. On va leur dire, regardez, aujourd'hui on a bien compris que c'est nous qui sommes le peuple élu, nous les Congolais, et que le monde dépend de nous, tant au niveau spirituel, même si aujourd'hui c'est que au niveau matériel. Il n'y a pas de problème. On va faire en sorte que le monde puisse vivre et être nourri par nous. On sait que c'est pas juste le barrage Inga qui va nourrir l'électricité de toute l'Afrique. On sait que ce qui sort de notre sol est là pour nourrir le monde entier. Il n'y a pas de problème, on a pris conscience, on est réveillé, on est conscient de notre identité. À partir de ce moment-là, voilà les solutions qu'on vous propose. Mais laissez-nous être maîtres de cette terre-là, parce que vu la centralité de notre terre, vu la centralité de notre histoire, si vous voulez que le monde s'en sorte, il faut que nous-mêmes nous gérions ce qui se passe dans ces territoires-là. Merci beaucoup, Grand Rav, c'était vraiment édifiant. Et très rapidement, une dernière question avant de nous séparer. Les confessions religieuses nous ont promis, le président de commission et de la commission électorale nationale indépendante et tout, à l'issue desquels il y a toujours eu des problèmes. Le tout premier président, l'abbé Apollinaire Malo Malo, on sait dans quelles conditions il nous a quittés. Après lui, il y a eu M. Ngoï Moulunda, on sait qu'est-ce qu'il est devenu aujourd'hui. Après lui, il y a eu le Corneille Nanga, on sait là où il se trouve. C'est-à-dire, les confessions religieuses nous pointent, comme je l'ai dit tantôt, des problématiques. Mais est-ce que la population, le peuple, pas la population, parce que dans la population, il y a aussi des étrangers. Bien sûr. Mais pour parler du peuple congolais, des autochtones, les Congolais, est-ce que le peuple congolais devrait continuer à faire confiance aux confessions religieuses? Je pense que les religieux ont un devoir d'obtenir la confiance du peuple. Mais malheureusement, ces instances religieuses, elles sont comme les instances politiques. Elles sont gangrénées par l'intérêt financier, par la corruption ou par l'intérêt politique. Ce qu'il faut aujourd'hui, c'est avant de donner une telle importance à ces institutions religieuses, il faut d'abord renforcer la force, renforcer la position des chefs tribaux. Je parle pas de ceux qu'on va élire comme des représentants de chefferie. Je parle de vrais chefs tribaux, de ces 450 tribus. C'est eux, en fait, qui devraient valider ou non les idées de tout mouvement religieux au sein du pays. C'est-à-dire que moi, ce que je dis, c'est qu'il faut aller jusqu'au bout de la logique. Tu as le droit d'être un Congolais qui pratique la religion que tu veux. Tu peux être musulman, tu peux être bouddhiste, tu peux être chrétien, tu peux être juif, tu peux être athée, fais ce que tu veux. Mais le pays, la terre où nous sommes, fonctionne avec une fréquence spirituelle qu'on appelle notre tradition. Donc il faut qu'on puisse avoir cette force-là, que nos chefs traditionnels soient comme des garde-fous contre toute pensée, toute logique religieuse qui vient s'installer ou qui se développe dans le pays. Donc avant de faire confiance aux religieux pour la création des différentes commissions électorales, il faut d'abord que cette même commission électorale indépendante soit validée de manière unanime par les chefs tribaux, qui chacun, selon sa caractéristique, les Sakata, les Bessingombe, les Luba, tout le monde, les Ngala, tout le monde s'assoit, les Swahili, tout le monde s'assoit et on dit, voilà, nous donnons droit, possibilité et force à cette entité-là pour pouvoir exister en tant que commission électorale indépendante. Donc il faudrait même en fait squeezer la partie religieuse. Il faudrait que le regroupement des chefs tribaux authentiques et véritables puisse, elle, permettre la création de la commission électorale nationale indépendante. Merci beaucoup, Grand Rav. On est pratiquement arrivé à la fin de cette émission parce qu'on est talonné par le temps. À ceux qui vous ont suivi avec attention, un mot en guise des conclusions et puis moi je vais les annoncer. Merci. En guise de conclusion, je dirais comme ça, il faut qu'on arrive à
à comprendre que la guerre, les armes, la division, c'est pas nos outils. Tant qu'on sera dans ce dynamisme-là, on est en train de faire le jeu de ceux qui sont là depuis 8 siècles et qui ont décidé de ne pas partir et qui font que depuis 8 siècles, leur économie est florissante. Donc, ayons la force, nous, de vivre, pas une révolte, mais de manifester notre opposition de manière pacifique. On dit pacifique, c'est pas de manière endormie. Non, ça s'organise, ça se met en place. Mais unissons-nous. Moi, j'appelle tous les politiques. Il n'y en a aucun qui a voulu débattre avec moi parce qu'ils ont peur des argumentaires. Katumbi l'avait accepté, il a mis au dernier moment. Les autres, Fayoulou, ils envoient leur pasteur me parler. Venez, on s'assoit et on parle, on voit comment on peut réellement être unis pour sortir notre peuple, notre terre, du marasme dans lequel on est plongé. Très rapidement, quand on se parle d'arabe, les États du Sahel, par exemple, le Burkina, le Mali et le Niger et tout, ils n'ont pas eu à aborder dans le même sens, mais on voit qu'ils ont pris les choses en main et puis ils ont pris une autre direction. On va attendre. Demande aux gens au Mali comment ça se passe. Aujourd'hui, le Mali, il y a un problème avec le Sénégal. Parce que le Mali, ils ont fait rentrer trop les Russes. Les Sénégalais, ils disent au Mali, comment vous allez donner la clé comme ça du Mali aux Russes? Maintenant, c'est les Sénégalais qui combattent les Russes. Les gens ne savent pas ça. Burkina, ils se débrouillent bien. Le message, il est fort. Mais concrètement, les armes, faut que tu les achètes à quelqu'un. Donc, tu vas renforcer un lien. Donc, aujourd'hui, tu quittes Pierre, enfin, tu déshabilles Pierre pour habiller Paul. Ça veut dire qu'on se départit de 8 siècles de colonisation et d'esclavage pour se retrouver avec un partenaire qui a l'air bien d'apparence. Mais comme, faut pas oublier que la Russie, c'est une mentalité impériale. C'est-à-dire que demain, ils n'ont pas de problème à prendre le pays s'il faut. Donc, c'est pas la solution. Parce que les armes, on n'en fabrique pas. Donc, si je veux prendre les armes, je vais forcément me rendre débiteur envers quelqu'un. Parce que les armes, pour les avoir, il faut que quelqu'un accepte de te les vendre. Donc, tant qu'on n'arrive pas à avoir une indépendance dans la solution, on sera toujours perdant. Parce que cette couleur de peau, dans leur mentalité, elle est faite pour souffrir. Merci beaucoup, Bamba. On est pratiquement vers la fin. Merci. En tout cas, grand merci à vous qui nous avez suivis de partout. Grand merci à Éternel Vando Chris Ndongala qui à la réalisation. Merci à Michel Combe, l'Aigle Royal. Merci à toute la famille, à tous nos partenaires. Hein. Jimmy Chimanga, Porte de la Chapelle, de là où tu nous suis. Mais de bonnes choses d'ailleurs. Ropsi TDS, le crédible, il a été, il est, et il demeurera toujours. Grand merci à Yunish Ban, c'est la fleur du jour. Et à Commandant Esso. Depuis à Lost, en Belgique, Boeta Labisso. Grand merci également à Néo Tam Tam, et le professeur Néo Tam Tam, je te salue également de là où je nous suis. Et puis il y a un bien-aimé qui vous apprécie énormément. Ok. Monsieur Choisi Matata. Ah, c'est mon frère. Donc je lui passe un grand bonjour et je sais qu'il est en déplacement. J'espère le voir très bientôt pour qu'on puisse parler de notre pays. Merci beaucoup, Gamba. On en est pratiquement déjà à la fin. À travers le numéro, faites-nous parvenir vos suggestions, vos remarques ainsi que vos soutiens. Et quant à moi, je retrouve très prochainement avec le même enthousiasme. D'ici là, portez-vous bien. Bye bye. À la prochaine. Bye bye.